toutes et à tous, bienvenue dans cette masterclass organisée par l'école 3IS. Nous sommes en direct du campus de Lyon où nous sommes ravis de vous accueillir. Je suis Anne-Sophie Lehec, responsable des productions ici à Lyon, et je serai avec vous pour cette masterclass qui a pour thématique produire des documentaires avec de grands diffuseurs comme Netflix ou Canal. Avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Joanne de Faria. Quelques mots sur son parcours. Joanne est diplômée de l'EDHEC Business School et du Master Pro Digital Media et Cinéma de la Sorbonne. Il commence sa carrière en réalisant des films documentaires destinés à des organismes non gouvernementaux. Il suit ensuite la sortie internationale du film Home de Yann Arthus Bertrand en Europe. Une des premières sorties multimédia simultanées. Cinéma, télévision, festival, DVD, séances gratuites en plein air. Après une dizaine d'années en vente internationale, où il supervise la distribution à l'international de films comme Poulet aux prunes de Marjane Satrapi ou La Palme d'Or, Un prophète de Jacques Audiard, il rejoint Upside en 2014 en tant que responsable des acquisitions pour les ventes internationales. Je vous propose de l'accueillir tout de suite. Joanne, c'est à toi. Bonsoir. Bonsoir Joanne, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir ici, sur le plateau de l'école. Je suis très heureux. J'ai eu le temps de faire la visite du campus et j'étais assez impressionné des structures que vous avez de production. Donc merci. Voilà, vous êtes chanceux et chanceuse. Alors j'aimerais revenir un peu plus en détail sur ton parcours ces dernières années depuis que tu as rejoint Upside et ton travail avec Netflix notamment, ou France Télévisions ou Canal+. Quelques titres que tu as produits, je me permets de résumer. Coming Out de Denis Parot, qui a été présenté au Festival de Varsovie et lauréat du prix Impact au FIPADOC de Biarritz. Le Capital au XXIe siècle de Justin Pemberton et Thomas Piketty, qui a fait sa première à CPH DocX, qui est un des plus grands festivals européens ou mondiaux de documentaires. Mais aussi Monsters Inside, un documentaire, une mini-série documentaire choc de Olivier Mégaton, inspiré de crimes réels, diffusé exclusivement sur Netflix. Remontadas de Stéphane Basset ou OM dans les yeux des miens de Philippe Pujol, qui sont tous deux diffusés sur Canal+, qui sont des incontournables pour les fans de football. Plus récemment, enfin, deux de tes productions ont fait la une. Éloi, enquête d'un disparu, une mini-série documentaire produite pour France TV et réalisée par Bruno Dupuis, ou encore Sans issue, la tuerie de Chevaline, qui revient sur les faits dramatiques qui se sont passés en Savoie à l'été 2012. Enfin, le 20 mars dernier, sortait en salle Le Monde est à eux, un documentaire de Jérémy Fontagneux, produit par Upside et toi-même, qui suit le parcours d'un professeur en ZEP, parvenant à 100% de réussite au bac. Je vous propose de revenir en images sur cette carrière, ce début de carrière en tout cas, sur quelques-uns de ces titres avant d'entrer dans le vif du sujet. Un clip vidéo fait par Cécile, Denis Magnéto. Joanne de Faria est un producteur français. Il a notamment travaillé sur différents films documentaires tels que Coming Out, sorti en 2019. I'm about to tell my mom. I'll fucking do it. I'm scared. Hello? Are you filming? I am filming. I'm gay. Мы не рассказываем о себе для того, чтобы недовидящие нас знали. Даем столько шума, сколько можем. Чтобы такие же люди, как и мы, которые боятся, не могут быть собой, знали, что они не ошибка. Что они не... Plus récemment, on le retrouvera aux côtés d'Olivier Mégaton dans la série documentaire Billy Milligan, ses monstres en lui, une série troublante et psychologique disponible sur Netflix. Police in Columbus arrested Milligan. Billy Milligan. It still bugs me when they call me Billy, but I don't say much. The Billy Milligan case is a 1 in a million. Multiple personality disorder is difficult to understand. He wasn't responsible for the crime because it was done by one of his multiples. I don't care which personality he wants to go to prison, but one of them's going to prison. Et en 2023, c'est dans Sans issue, la tuerie de Chevaline, qu'on découvrira sa dernière distribution sur Canal+. C'est dès le début une affaire extrêmement mystérieuse. Une famille de Britanniques en vacances qui se fait assassiner. Cette tuerie s'apparente assez clairement à une exécution. Est-ce qu'il était là par hasard ou est-ce que c'était lui la cible?
est-ce que cette affaire, elle ne cache pas non plus autre chose? Donc en fait, on finit par suspecter tout le monde. Quelqu'un a réussi à le prouver? Non. C'est peut-être une des clés de cette histoire. Ça fait 10 ans que ça dure, c'est comme le crime parfait, quoi. Joanne, ma première question, quand on revient sur ta carrière, c'est comment est-ce qu'on arrive là où tu en es? Quel est ton parcours académique? Quels sont tes débuts dans le métier? Donc moi, j'ai fait une école de commerce au départ, rien de technique comme vous. Mais j'ai fait un master assez court à la Sorbonne en voyant mes amis aller au Festival de Cannes, en faisant des métiers que je ne connaissais pas en fait, alors que moi je travaillais chez Peugeot à l'époque. Et du coup j'ai fait un master pour me réorienter à 25 ans plutôt qu'à 40, ce que je recommande de faire puisque j'ai beaucoup d'amis qui ont 40 et qui là essayent de changer de carrière et c'est plus dur. Et donc du coup j'ai pu travailler sur Home, le documentaire Yannatus Bertrand, puisque chez Peugeot, je travaillais au développement durable, et que Home est au développement durable, ce que Peugeot faisait au développement durable, c'est-à-dire pas grand-chose, mais c'était une expérience comme une autre, qui avait l'avantage de pouvoir réunir une petite équipe dédiée à essayer de faire une sortie le jour le 5 juin, qui est la journée de la Terre, quoi, pour que le film soit disponible. Et en faisant cette bascule-là avec ce job chez EuropaCorp, on s'est rencontrés chez Celluloid Dreams dans un métier que donc, je ne connaissais pas quand j'étais sur les bancs de la fac, mais qui était les ventes internationales, qui est quelque chose que je recommande pas mal parce que au final, donc les ventes internationales, c'est des sociétés qui distribuent à l'international les œuvres audiovisuelles, que ce soit des documentaires ou du film, et qui donnent une bonne vision en fait de ce que c'est que cette industrie et ce marché. Et donc j'ai navigué là-dedans et réussi à trouver des jobs là-dedans pendant quasiment une dizaine d'années. Et un jour, je cherchais des œuvres natives en anglais, en fait, parce qu'elles ont une valeur sur le marché international qui est plus grande. Les Américains et les Anglais n'ont pas attendu que les Français viennent choper leur production. Donc j'avais demandé à des amis américains qui ont monté une boîte qui s'appelle XYZ, qui ont notamment produit The Raid. Je leur avais demandé les contacts d'un gars avec qui ils avaient fait un film qui était en Nouvelle-Zélande. Et je me disais, il n'y a pas de boîte en Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a 6 producteurs globalement. C'est un pays où il y a plus de moutons que de gens, quand même, il faut le rappeler. Et j'ai contacté comme ça un jour ce producteur qui s'appelle Matthew Metcalfe. Et puis il m'avait dit, voilà, j'ai un film sur un motard. Je lui ai dit très bien. À ce moment-là, j'étais un peu à dire tout dès lors que c'est en anglais, quoi. Pour prendre les mandats et pour pouvoir faire les ventes internes. Et puis 6 mois plus tard, il m'appelle et il me dit, voilà, je sors des éditions du Seuil et je viens d'acheter les droits d'un livre d'un Français, il faut qu'on se voit à Berlin. Et donc je prends rendez-vous avec lui à Berlin. Moi, pendant mes études de commerce, c'était le moment où Thomas Piketty sortait ses premiers bouquins aux éditions de la Recherche, les collections Repères, et c'était vraiment le nouveau mec un peu cool dans l'économie, quoi, qui avait des théories assez étayées. Et j'avais le Capital au XXIe siècle, comme beaucoup de gens chez moi, qui a servi à caler une porte, parce que c'est épais comme ça. Mais j'avais acheté quand même un résumé que j'avais lu et que j'avais trouvé vachement bien. Et donc on s'assied à Berlin et il me dit, voilà, c'est ce bouquin que j'ai acheté, je pense qu'on peut faire quelque chose. Moi, d'un seul coup, je me dis, putain, c'est l'occasion de ma vie, quoi. Il me dit, moi, j'arriverai à avoir $1 million assez facilement avec nos aides en Nouvelle-Zélande. Et là, je me dis, bon, si la Nouvelle-Zélande nous apporte $1 million, je pense qu'il faut y aller, quoi. Et donc, je lui ai dit, moi, je vais faire pareil en France. Je n'avais jamais fait ça. Je me rappelle du coup de fil que j'ai donné à mon boss en disant, je viens de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a dit, si tu le sens, continue. Et donc ça, c'était à Berlin en février. Et vers le 13 juillet de la même année, on avait 850 000 € français pour financer le film. Joanne, quels ont été les défis sur ce projet? Alors c'est assez ironique, mais on va commencer par la fin. Il y avait un indice qui laissait part du plus grand défi sur ce film, c'est qu'il était prévu de sortir le 18 mars 2020 et qu'aucun film n'est sorti ce mercredi-là. Mais avant ça, il y a eu plusieurs défis. Le défi n'a pas été de le financer, comme je le disais. Pour le financer, il a suffi de faire venir Thomas Piketty au Festival de Cannes. Les gens du protocole m'ont envoyé balader pour pouvoir le faire en sorte parce qu'il allait venir que s'il venait voir un film.
Donc j'avais demandé au protocole est-ce que je pouvais avoir une place pour lui, il m'avait dit non, on ne sait pas qui c'est. Mais quand je l'avais demandé au producteur Why Not, il m'avait gentiment donné 2 places super pour lui et Julia Cagé. Et ils avaient été voir un film. Et nous, on a fait une conférence de presse dans la foulée et ça nous a permis de financer le film. Toute la difficulté était de faire une copro plus haut là, avec la Nouvelle-Zélande, qui est pas la porte à côté. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'exemples. Et moi, j'étais débutant totalement. Dans ma boîte, il n'y avait pas une structuration comme aujourd'hui. Et donc, du coup, le projet a été déjà d'un point de vue de prod déficitaire. C'est public, donc je peux le dire. Et puis pas qu'un peu. On avait de quoi faire un autre film avec l'argent qu'on a dépensé en plus. Et après, la difficulté a été, et je trouve qu'on le voit dans le promo là, qui a été montré, qui est celui du distributeur français, c'est que c'est pas évident de faire un film pour les audiences anglo-saxonnes, comme c'était l'ambition du film, et pour l'audience cinéma français. Globalement, c'est pas les mêmes gens du tout. Sur Netflix, c'est un public 25-35. Dans les salles de cinéma français, c'est pas du tout ça. Et donc Diaphana, quand ils ont vu le film, ils étaient très déçus. Et du coup, ils ont retardé la sortie du film au point que c'est tombé pendant le Covid. Et on voyait bien que c'était un partenaire associer des gens culture anglo-saxonne et des cultures françaises ciné était vraiment pas évident. Si on continue à dérouler un petit peu ton travail, on analyse une très grande diversité dans les sujets. Et pour cela, je voudrais qu'on regarde quelques extraits. C'est un montage qui est fait par Cécile, Denis, Magnéto. Have you ever seen someone change personalities right in front of your eyes? The Billy Milligan case is a 1 in a million. It was undisputed he committed the crime, and the question is whether he was Innocent by reason of insanity. Billy was not typical. Multiple personality disorder is difficult to understand. Ce mec-là, soit c'est un fou, soit c'est un génie. Nouvelle création documentaire Canal+. C'est un mélange d'excitation et de tension. C'est quelque chose qu'on a quand même en soi. Ça me plaît, et ça me plaît depuis le début. C'est le pilote français le plus titré de l'histoire. J'aurais jamais rêvé faire tout ça. Sa passion l'a mené au sommet. Ce qui était un moteur et qui allait vite et à sensation. Et l'animera toujours. De savoir que je suis encore capable de gagner, c'est quand même une sensation que je retrouve nulle part ailleurs. Je suis toujours un bloc dans le truc et j'ai toujours du plaisir là-dedans. C'est une histoire d'un petit garçon. Éloi Roland, âgé de 18 ans, est inscrit dans une école de langue à Auckland, mais il n'a plus donné signe de vie après le 7 mars dernier. Depuis, plus rien. On n'a aucune idée avec qui il était, quand, comment. Éloi nous avait dit après le 8 mars, ce serait trop tard. Il a disparu le 7 mars. Moi, ça serait pas des gens forcément bien que tu l'as rencontré. Il a voulu me tuer. Éloi was posting really strange messages on Instagram. T'es bizarre, mec, t'as changé. Where did you get? J'ai un pauvrier. Elwa wasn't the first one to go missing. Si quelqu'un doit le trouver, c'est moi. Bon, allez. Joanne, comment est-ce qu'on fait le lien avec des témoins sur des projets comme ça? Comment est-ce qu'on les rémunère? Comment est-ce qu'on gère les droits? Comment est-ce qu'on les convainc de participer? Alors là, il y a 3 exemples très différents. Le premier avec Billy Milligan, le film est uniquement possible. Quoique Billy Milligan et Éloi, c'est assez proche. Billy Milligan, c'est uniquement possible parce que la sœur, qu'on voit dans le film à un moment, participe avec nous. Aux États-Unis, effectivement, il est assez simple de payer les gens pour qu'ils participent à un documentaire. En France, je ne sais pas si c'est légalement interdit, en tout cas, c'est déontologiquement prohibé. Pour autant, lorsque quelqu'un fournit des photos de sa famille, on est en droit de les acheter. Donc, je vous laisse deviner comment on fait pour contourner ça. Sur Sébastien Loeb, c'est un peu différent, parce que là, pour le coup, c'est lui direct qui a même une structure de gestion de son image. Les sportifs, franchement, c'est beaucoup plus cadré. Voilà. Donc, c'est assez logique lorsqu'on fait un film, je trouve, sur un personnage comme Sébastien Loeb. On a eu Karim Benzema aussi dans un documentaire, d'avoir cette discussion-là, finalement. C'est vraiment le monde dans lequel ils sont, et nous... On est dans un monde global dans lequel les productions anglo-saxonnes sont nos rivales.
Donc si on ne peut pas avoir les mêmes armes pour essayer de faire des films un tant soit peu intéressants, on se retrouve vraiment largué. Après, lorsqu'il s'agit de films dans lesquels, voilà, comme Eloi et Billy Milligan, dans lequel il y a vraiment un point de vue, une enquête, les parties prenantes ne sont pas directes, c'est vrai que notre manière de faire, qui ne lie pas les parties par des contrats, ils n'ont pas le droit de regard, etc., comme ça doit être le cas, j'imagine, dans les contrats américains, nous, on a quand même une liberté plus grande, parce qu'il n'y a pas un cadre légal pour eux qui leur permet véritablement de venir nous contrôler. Après, dans la gestion, il ne me serait jamais venu à l'idée de faire des films qui ne plaisent pas aux familles en question, mais elles n'ont pas vu de version intermédiaire. Donc, on leur montre quand on peut en premier. Avec Netflix, ça n'a pas été possible. Mais à part leur montrer en premier et espérer qu'on n'a pas fait mal notre boulot, parce que évidemment, s'ils nous mettent une tarte et qu'ils nous mettent un procès, c'est pas bien. Mais dans le cas de la famille Deslois, en l'occurrence, c'était beaucoup plus qu'un métier, quoi. C'est des gens qui nous sont tombés dans les bras. Donc voilà. Et justement, comment est-ce qu'ils vous tombent dans les bras pour faire ces projets-là? Est-ce que c'est eux qui viennent à vous? Est-ce que vous êtes en contact avec un réal et c'est le réal qui propose le projet et qui a déjà les contacts avec ces personnes? Oui, alors moi, je suis producteur, du coup. Je ne suis pas toujours à l'origine du projet au sens... souvent, c'est un réalisateur ou une réalisatrice qui vient avec un projet nous voir. Et après, nous, on est les premiers acteurs de la filière audiovisuelle à y croire. Dans le cas de Billy Milligan, c'est Brice Lambert, qui est un journaliste qui travaillait pour Upside à l'époque et qui a été surpris de lire que Split était inspiré de faits réels. Et donc, il a tiré ce fil. Et là, c'est nous qui, quand il a tiré le fil, il est tombé donc, sur la sœur de Billy Milligan, sur l'existence, ça c'est dès les bouquins de Daniel Keyes, qui étaient vendus à des millions d'exemplaires et qui auraient pu donner l'intuition à des prods américaines de le faire avant nous, mais bon, c'est comme ça, que les cassettes existaient, en fait. Des cassettes qui avaient filmé Billy Milligan existaient. Parce qu'il existait des livres sur Billy Milligan qui décrivaient quelqu'un qui avait 24 personnalités, mais il n'y avait pas beaucoup de vidéos. Et donc, nous, là, on a payé le développement à Brice. Donc c'est autour de 15 000 €. Pareil, là, ça doit être des contrats déposés au CNC, donc j'ai pas de mal à dire les chiffres. Et on a pris ce risque pour envoyer 2 fois Brice aux États-Unis, créer un lien avec la sœur de Billy, récupérer les cassettes, et on a fait un teaser qui nous a permis de vendre le projet à Netflix en 2017. Dans le cas de Eloi, Bruno, pendant le confinement, est tombé, comme beaucoup de gens, sur des histoires, voilà, parce qu'il était bloqué chez lui. Et donc, sur un post où il y avait Eloi a disparu, il y avait une Française qui disait bah, « moi, je l'ai vu ». Et ça l'a intrigué. Et il a tiré ça. Et dès qu'il a réuni un peu d'informations et qu'il avait le contact avec la famille, il est venu nous voir. Et on a fait à peu près la même chose que pour Billy Milligan. On a financé... Bruno a aussi une structure de production, donc on est avec Acapella, je tiens à préciser. On a financé un développement, on a fait un teaser et on a montré à Netflix, mais on l'a aussi montré à France Télévisions. Et on est allé avec France Télévisions, évidemment, parce que Netflix a dit non, désolé, mais c'est comme ça. Quelle est la limite entre réaliser un documentaire qui va être instructif et faire un film qui va aussi divertir, quelque part, le public? C'est un des plus grands problèmes de notre époque quand on fait des documentaires, c'est que Netflix, puisqu'on parle d'eux, clairement met le curseur vers le divertissement. Je pense que ça se voit même quand on est spectateur lambda. Là où, quand on est producteur, on n'a pas forcément toujours envie de forcément aller mettre ce curseur à ce moment-là. Chez Canal+, et d'une manière générale en France, je trouve que dans les chaînes, on a un peu moins cette obsession, mais on l'a quand même. Et de toute manière, à partir du moment où on n'est plus dans des cases de reportage et qu'on est dans des cases documentaires, on est normalement libre de ne pas traiter l'actualité et de prendre du recul, mais on est quand même jugé vachement dans l'idée que des gens vont venir voir nos films. Et ça reste intrinsèquement lié aux diffuseurs. Il y a toujours une variable de divertissement. Alors, évidemment, quand on fait une enquête sur la pédophilie dans l'église, il n'y a pas de divertissement, c'est sûr. Mais globalement, quand on fait un true crime, même quand on fait le Capital au XXIe siècle, on peut se prendre des réflexions de « Ah oui, mais là, on se fait un peu chier, quoi. » Bah oui, mais désolé, le bouquin, il fait 1600 pages, ça dure 1h40, c'est déjà pas mal, quoi. Bah,
Voilà, vous pouvez lire les critiques et vous verrez que même Télérama, même Nouvel Obs s'attendent à ce que ces œuvres-là soient très divertissantes. C'est vraiment intrinsèquement, je pense, lié à l'époque dans laquelle on vit, quoi. On continue dans cette diversité de projets sur lesquels tu as travaillé. Je vous propose de visionner quelques extraits de Dieu est une femme et des petites danseuses, qui sont 2 documentaires extrêmement différents. Denis Magnéto. Warren kasitaanyo kusab. Wegi sobisa gusto francés. Wega animas tibege ampe marga hoy no ni koye. Akini bango ibe susto. Película yo buscudiro. Nada soñado aquí en Panamá hacer cine, menos a los indígenas, a los dules hacer cine, agarrar una cámara era como imposible. 1, 2, 3, 4, 5e. 1, 2, 3, 4. Il fait de la danse lundi, mardi, mercredi, et... Il faut que tu te canalises. Tu sais le faire. Tu peux le faire. Eh ben, faut le faire. Tu dois avoir l'air de quelqu'un d'agréable même quand tout ne va pas. Quoi qu'il se passe, vous dansez. Je me suis fait mal. Il m'a dit que c'était une inflammation de langue. J'ai très peur. Ton émotivité comme ça excessive, on va la canaliser. Ça va te servir à faire de belles choses. Même si je sais que danseuse, c'est dur, j'ai envie d'être heureuse et de ne pas avoir de regrets plus tard. Comment, Joanne, si je reviens à la genèse de ces 2 projets, comment est-ce qu'ils sont arrivés à toi, ou est-ce que c'est toi qui es allé vers eux? Sur Dieu est une femme, c'est une histoire que j'aurais pas pu trouver, puisque quasiment aucun Français connaissait Pierre-Dominique Guessot, qui a pourtant gagné un Oscar en 1963 pour le meilleur documentaire. Donc c'est toujours le cas, on a beau avoir fait le film, personne ne sait qui c'est, mais il a bien existé. Et un film a effectivement été perdu, de celui qu'il avait prévu de faire après, où il est parti au large du Panama, filmer pendant 1 an les coutumes là-bas, et il a fait un film qui s'appelait Dieu est une femme déjà, donc on a repris le titre, puisque ce film-là n'a jamais existé. Et c'est un réalisateur suisso-panaméen qui un jour, dans une conférence comme on est en train de faire là, rencontre la fille de Pierre-Dominique Guessot et découvre que potentiellement il n'est pas impossible qu'une copie du film existe. Et donc voilà, on a rencontré Andrés via Antoine, qui avait aussi fait les decks et qui était chez nous et qui était un pote de Brieux, qui connaissait Andrés. Enfin voilà, ça s'est fait par réseau totalement amical. Et puis on a fait un rendez-vous il y a 7 ans. On a mis 6 ans à faire le film. Et voilà, c'est la vie des films. Tandis que sur Petite danseuse, je parlais avec une productrice qui s'appelait Marie Van Glabeck, et qui me disait qu'elle n'arrivait pas à financer un film sur cette école de danse là qu'elle aimait bien. Elle avait des accès, c'était super, mais aucune chaîne n'en voulait, aucune chaîne de télé trouvait ça suffisamment bien. Peut-être à raison, je sais pas, mais moi spontanément je lui ai dit qu'en fait elle voulait faire un film trop arty, et on en revient à cette notion de divertissement, pas assez dans une case pour la télé, et donc le cinéma, parfois, si on arrivait à trouver un financement, et on voit bien la différence de 2 financements entre quand on doit tourner pendant 7 ans au Panama et quand on fait un film dans la banlieue de Paris. En gros, dans la banlieue de Paris, si vous avez l'aide de la région, vous pouvez faire un documentaire, ce qui a été notre cas. Dès qu'on a eu l'aide de la région Île-de-France, on savait qu'on allait faire le film. S'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait fait sans doute plus que 7500 entrées, mais au final, on a fait 7500 entrées, qui étaient, dans cette période-là, déjà un miracle. Le film a été décalé 2 fois, mais on l'a vendu à Ciné+, il est disponible sur les plateformes. C'est un joli petit film, entre guillemets, qui a permis à Anne-Claire de s'associer avec Mathias Théry. Mathias Théry a fait beaucoup de films, notamment La Cravate ou La sociologue et l'ourson. Mais Anne-Claire, elle avait jamais fait que des reportages, notamment sur TF1 Reportages, etc. C'est d'ailleurs comme ça, je crois qu'elle s'était connue avec Marie. Et mine de rien, ça lui a permis de prendre une narration très différente que celle qu'on aurait fait en télé. Et moi, j'aime beaucoup le film. C'est un film que je vous recommande si vous avez l'occasion. Même s'il n'a pas trouvé son public comme d'autres projets dont on a parlé. Mais voilà. Donc parfois, c'est vrai qu'on est... c'est parce qu'on intervient en tant que producteur que le film existe. Et clairement, Petite danseuse, c'est le cas. Et sur Dieu est une femme qui peut paraître niche, quelque part, sur son sujet, mais qui a nécessité des années de travail, de voyage. Comment est-ce qu'on finance un projet comme ça ?
Sur Duet une femme, on avait tout de suite l'ambition artistique d'avoir pas du tout une configuration tu te débrouilles, tu pars avec ton AFA ou avec ton Nikon et puis tu vas t'en sortir. On voulait pas du tout ça. Donc quand on veut pas ça, on est obligé et qu'on a un projet de niche comme ça, l'aide de la région, l'avance sur recette, enfin bref, tout un parcours en fait de financement avant d'aller voir les diffuseurs ou les distributeurs. Qui permet de décupler le financement du film versus les 100 000 euros que donne France Télé en moyenne, on va dire, pour faire un film. Là, on a réussi à avoir autour de 400 000 euros sur ce projet, en tout. Donc, ce qui a permis d'avoir un étalonneur qui n'a pas travaillé une demi-journée rapidement, mais pendant 10 jours, et qui avait une expérience de cinéma. Idem pour la musique, pour le son. Ça permet de multiplier les voyages là-bas, de faire la projection du film de Pierre-David Guestot là-bas aussi. Donc, c'est un documentaire dans lequel ce qu'on filme, on l'a nous-mêmes conçu, quoi, et financé. Donc, c'est pour ça que ça a pris longtemps, en fait. L'avance sur recette, ça prend 6 mois avant d'avoir une réponse. Il se trouve qu'on a passé 3 fois l'oral et que 3 fois ils nous ont dit non, donc en plus, on n'était pas contents. Mais on a aussi fait une coproduction avec la Suisse, comme la nationalité du réalisateur nous le permettait, pour compléter le financement. Donc, on a une aide régionale suisse en plus. Voilà. Est-ce que quand on trouve un filon de financement, un endroit où on se dit tiens, là, ça passe, est-ce qu'on se dit je vais essayer de refaire des films dans cette veine-là parce que ça a marché une fois, pourquoi ça ne marcherait pas 2 fois ? Oui. Alors là, on bascule sur une conversation de gérer une boîte. Et c'est sûr que quand on veut gérer une boîte, il vaut mieux essayer d'avoir des récurrents, des choses qu'on arrive à faire plus facilement. Nous, chez nous, normalement, c'est notre proximité, on va dire, avec Canal+, qui fait que c'est quelque chose qu'on essaye de développer. Donc, on a ce réflexe-là. Mais en fait, il faut imaginer que tous les acteurs de l'industrie et du documentaire comme de la fiction, c'est pareil, sont indépendants. Et à chaque fois, c'est des organismes, c'est plusieurs personnes dans un comité de sélection qui vont intervenir. Voilà, il y a plein de mécanismes qui font que c'est pas si simple d'avoir une sorte d'abonnement comme ça, même s'il est évident qu'avec le temps, on tisse des liens qui reviennent un peu à ça et que moi, je suis un jeune producteur, mais je suis vieux par rapport à vous. Mais il y a beaucoup de producteurs qui ont 20 ans de plus que moi et qui ont des relations avec des grands diffuseurs qui sont de l'ordre de quasi l'automatisme. Moi, j'ai pas du tout ça. Un jour, j'ai présenté un projet à Arte. Ils m'ont dit c'est un bon sujet, c'est une bonne réal, c'est un bon dossier. 2 points, ouvrez les guillemets. Mais très peu de gens savent faire ça. Donc, pas moi, quoi. Pas encore. Maintenant, quasiment tous tes projets ont un diffuseur dès le début. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on en arrive à ça ? Typiquement, un diffuseur comme Canal+, c'est pas une personne qui est mon interlocuteur tout le long de l'année. Il est évident que nous, on propose des sujets sport à Canal+, qui est la première chaîne de diffusion de sport en France, régulièrement, puisque ça fait partie de leur ADN. Donc là, il y avait un film sur l'OM de Philippe Pujol, on a fait Remontada avec Karim Benzema. Là, on est en train de faire un film sur la F1 et le MotoGP. C'est les plus grandes courses dans lesquelles il y a eu la pluie qui est intervenue. Donc voilà, on a une relation avec eux dans ce cas-là qui est de vraiment beaucoup d'échanges en amont sur la création du film qu'on va faire, et même beaucoup d'échanges pendant, parce que leurs journalistes connaissent peut-être un tel, que ça peut nous être utile, que l'achat d'images d'archives peut être conjoint avec d'autres programmes de la chaîne. Donc là, voilà, quand on travaille pour le service des sports, on n'est pas intégré, mais en tout cas, on est dans un énorme dialogue avec eux. À l'inverse, Le Monde est à eux, c'est un film qui est acheté par le pôle cinéma de Canal+, par Laurent Acide et son équipe, que je remercie. Et voilà, en cinéma, Canal+, c'est pas très interventionniste, je pense. Il faut les convaincre, mais une fois qu'on les convainc, et c'est le cas souvent en cinéma, on revoit les diffuseurs qu'à la fin, quoi. C'est ça le deal un peu. Parce qu'il y a une sorte de liberté de l'auteur, etc. Donc voilà, c'est des projets qui sont très différents. Voilà. Et sur Netflix ? Alors, sur Netflix, c'est vraiment, comme tous les studios américains, ça n'a rien à voir. Quand vous vendez un projet à une chaîne en France, vous vous mettez d'accord sur un budget, tout le monde fait semblant que c'est le bon budget, et vous vous arrangez pour faire le film pour moins cher. Et plus vous faites le film pour moins cher, plus vous gagnez d'argent. Et la chaîne vous donne toujours le même montant, et elle fait toujours semblant de ne pas comprendre les chiffres qu'il y a derrière. Je caricature, mais c'est pas loin d'être ça. Quand vous faites un film pour Netflix, et vous passez plusieurs étapes, et puis au bout d'un moment, vous envoyez un budget avec 300 lignes, et vous faites une réunion avec eux, et il n'y a pas une ligne dont vous n'avez pas parlé. Donc à la fin, le budget, il est
beaucoup plus serré, beaucoup plus précis. Et surtout, après, pendant la prod, nous, tous les 15 jours, on avait une réunion de 1 heure par Zoom. Et alors, pour l'anecdote, ils nous ont envoyé une télé avec une Google Chrome associée pour être sûr qu'on soit là à l'heure et que ce soit simple de se connecter au truc, tu vois. La télé était grande comme ça, et on s'est dit, ils font ça à chaque fois quand même. Mais bon, ça va être peanuts dans leur budget, mais on était quand même assez touchés de l'attention. Et donc, tous les 15 jours, on fait une réunion avec eux dans laquelle on regarde, voilà, vous avez prévu qu'à tel moment, vous ayez dépensé 547 000, vous avez dépensé 618 000, pourquoi ? Donc, c'est plus précis. Mais tu peux quand même dépasser. Alors, il vaut mieux pas dépasser. Nous, il se trouve que la production a été assez complexe et qu'on a fini par faire un épisode en plus. Ce qui se ressent peut-être d'un point de vue éditorial, mais on a réussi à équilibrer les comptes comme ça. A priori, il ne faut pas dépasser le contrat que tu signes avec Netflix, c'est que si tu dépasses, c'est pour ta pomme. Donc, Et les économies que tu fais, c'est pour ta pomme. Ah bah non, parce que en fait, Netflix te dit, voilà, tu vas marger à 10% sur la prod, donc tu signes pour 3,5 millions, tu as 10% de marge, plus ton salaire. Fini. Ouais. Ok. Donc, c'est pas du tout la même logique qu'en France, où on te file 300, tu prends 80 au CNC, et après, si tu as fait le film pour 100, tu as gagné la différence. En général, tu ne peux pas faire le film pour 100, parce que tous les techniciens, et vous serez des techniciens, vous serez payés selon des conventions, et il y a quand même un nombre de jours minimum pour pouvoir faire un film qui fait que, peu ou prou, ça correspond, tous ces trucs-là. Mais c'est vrai que les budgets que j'ai des chaînes françaises ne correspondent pas au projet. Ils correspondent à une case. Voilà, tu fais du prime time France 2, t'attends. Tu fais prime time Canal, t'attends. Tu fais une deuxième partie, t'attends. Et justement, c'est combien de temps ? Ça varie. Je pense que l'apport moyen d'une chaîne française pour 1 heure de programme documentaire, c'est autour de 100 000 euros. Quand voilà, je parlais de ça, de Planète à France Télévisions, c'est un montant qu'on donne souvent. L'apport d'une chaîne permet aux sociétés qui sont éligibles à ça de systématiquement convoquer de l'argent du CNC. C'est une institution française voilà, qui abonde automatiquement dès lors qu'on est considéré comme un documentaire. Si on est du reportage, non, mais quand on est considéré comme un documentaire, on peut mobiliser de l'argent en plus du CNC. Et globalement, cette enveloppe-là voilà, permet de faire, je pense, 70% des films. Après, si on a besoin de financement en plus ou qu'on a besoin d'argent pour la prod, il y a tout un système d'aide. On peut aussi demander un peu d'argent au distributeur international. On peut demander de l'argent à des banques qui permettent évidemment de compléter le financement. Il y a des systèmes de Sofica où ils peuvent être intéressés sur les recettes, c'est-à-dire ils vous avancent de l'argent puis derrière ils récupèrent plus de recettes. Donc après c'est à vous de faire le calcul de est-ce que vous voulez mieux vous payer sur la prod un salaire, ou plutôt vous lui dire mais attends, en fait ce truc-là ça peut faire des millions d'entrées, je préfère garder mes parts. Dans le documentaire, c'est rarement des blockbusters derrière, donc il vaut mieux marger quand on fabrique le film. Et tu mentionnais tout à l'heure le fait d'envoyer ton réalisateur sur le terrain, de faire un trailer, et à partir de ce moment-là d'aller voir les chaînes. Est-ce qu'on fait toujours comme ça ? Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire, d'autres moments ? Quel est le bon moment pour aller aborder les diffuseurs ? Alors, je vais commencer par l'exception. Il y a une directrice de France 3 au cinéma qui a dit « Ah non, envoyez pas de trailer, ça tue l'amour. Faites pas ça. » Mais globalement, tous les autres, quand tu leur envoies un long dossier, ils n'ont pas le temps de le lire. Donc, du coup, souvent, tu fais un trailer, quoi, parce qu'il faut imaginer que déjà, en œuvres fabriquées, il y en a beaucoup trop. C'est impossible qu'on ait tous trouvé 10% de ce qui se produit. On n'a pas vu l'essentiel de ce qu'on fait. Donc, il faut imaginer que ça, en termes de projet, ça doit être au moins x3 ou x4. Et que je ne sais pas combien de projets reçoit le directeur des programmes documentaires de Canal, mais ça doit être en centaines par mois, quoi. Donc après, derrière, il faut quand même qu'ils suivent les projets un peu et qu'ils aient des réunions en interne, etc. Donc c'est vrai que surtout maintenant avec nos outils, et on parlera peut-être de l'IA derrière, mais on n'a vraiment quasiment plus aucune raison de ne pas faire un trailer d'un film dès lors qu'on a l'intuition qu'on est capable de faire le film. Donc moi, j'essaie de le faire à chaque fois, quoi. Mais c'est du taf. Faire un bon trailer, ça se fait pas en claquant des doigts, quoi. Alors quand tu diffuses, quand on sort en salle, quand on diffuse à la télé, on a les chiffres qui tombent. Quand on travaille avec Netflix, on n'a pas de chiffres qui tombent.
Oui, alors c'est assez marrant parce que du coup, vous ne connaissez pas ce monde-là, mais moi, je viens vraiment d'un monde où tout le lendemain de chaque jour, on avait les audiences à la télé précises et tout le monde les avait et il n'y avait pas d'autres médias. Donc, du coup, tout le monde pouvait se comparer et précisément, quoi. On savait que les gens décrochaient, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Mais c'est fini non seulement pour Netflix, Amazon et Co., mais Slash donne pas ses audiences, Canal+ donne pas vraiment ses audiences. Personne donne ses audiences, quoi. Ce qui est très étonnant, parce que je comprends qu'on puisse ne pas les donner publiquement, etc. etc. Bon, il y a plein de batailles autour des droits d'auteur, comme vous pouvez imaginer, et autour de la valeur de la data qu'a Netflix versus les autres. Netflix sait ce que vous aimez, il n'y a pas de débat. Il sait ce que nous aimons, c'est sûr. Donc ils n'ont pas spécialement envie de le dire à tout le monde. C'est très pratique pour eux de l'avoir que pour eux. Mais quand on est producteur et qu'on n'a pas le retour sur ce qu'on a fait, à part 3-4 chiffres, parce que Netflix nous donne les 3, pas plus, qui n'étaient pas si mauvais, mais qui n'étaient quand même pas exceptionnels, même si j'arrête pas de faire... on a fait plein d'échecs, mais Billy Milligan, le premier mois, c'est dans le top 10 monde, toutes plateformes confondues, avec seulement 4 épisodes. Parce que c'est ça qui est marrant aussi, c'est qu'avant, on avait des pourcentages de gens qui regardent. Aujourd'hui, c'est à la minute. Donc si vous faites 10 épisodes de 3 heures versus un film de 20 minutes, bon, bah déjà, vous êtes mort avec votre épisode, quoi. Vous ne pouvez pas comparer. Il n'y a pas de... Enfin, quand vous regardez même Flix Patrol, etc., les classements, c'est des classements en volume de temps passé, quoi. D'où, si les gens regardent les 10 premières minutes et qui sont très très nombreux, vous pouvez avoir un super score, quoi, parce que ça s'accumule tous, quoi. Alors que quand tu arrivais à une analyse plus précise des audiences, bah, tu pouvais dire non, c'est du bullshit, ça n'a pas marché. Idem avec les vues sur YouTube, quoi. Les créateurs de contenu, pour le coup, de YouTube ont accès à une donnée folle de data sur eux. Mais s'ils ne se comparent pas et s'ils ne se mutualisent pas, ils ne peuvent pas comparer et avoir la moindre idée de ce que les autres font. Donc c'est quand même très bizarre d'être dans un milieu comme ça et d'être aveugle, en fait. Et donc, du coup, ça a renversé quand même pas mal de pouvoir, hein, le fait qu'il n'y ait pas de transparence sur cette info, je trouve. Actuellement, c'est un bon moment pour être producteur, il y a beaucoup de clients, mais on a très peu de visibilité sur ce qu'on fait. Alors, il se trouve que, voilà, parfois, quand on en a... c'est souvent des bonnes nouvelles parce qu'ils ne peuvent pas le cacher, quoi. Je vais enchaîner tout de suite avec des questions qui nous viennent des étudiants qui sont ici dans la salle ou de ceux qui nous suivent sur Twitch. Première question, c'est une question de Florian. Sur quel point ton diplôme de l'EDEC t'est bénéfique pour ton métier actuel ? Alors, surtout sur la vision de la boîte, qui n'est pas ma boîte, mais j'aime bien participer. C'est vrai que l'école de commerce me permet de me dire, tiens, une boîte fonctionne avec des choses qui sont faciles à faire et qui sont rentables, et puis d'autres trucs que tu fais moins souvent, mais que tu développes grâce aux premières, etc. Voilà. Structurer une boîte de prod, c'est vrai qu'une école de commerce, toutes les boîtes obéissent aux mêmes lois, finalement, il faut être rentable à la fin. Et donc cet aspect-là, de se dire, oh là là, je ne suis pas qu'un auteur, je suis pas... c'est vrai que l'école de commerce m'aide à me dire, regarde, quand tu filmes à Marseille des gens, tu gagnes plus d'argent que quand tu fais 3 fois le tour du monde. C'était évident, enfin voilà, ce genre de choses. Je vais enchaîner avec une question de Sabine. Tu parles de tourner à Marseille ou de tourner à l'autre bout du monde. Est-ce qu'on se pose la question de l'éco-production aujourd'hui en prod ? Alors, le CNC a lancé, ça y est, maintenant un label d'éco-production, donc il est incitatif. Le CNC va demander des informations sur tous les tournages sur le bilan carbone, donc on est obligé de le faire. Je dirais qu'en fiction, et je ne veux pas casser du sucre sur les petits collègues, mais je pense qu'ils sont très loin de ça. Je pense que c'est vraiment... ils sont très, 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 très loin de ça. Quand ils ont besoin de lumière pour leur plateau, et ils font monter de la lumière, peu importe s'il fait déjà beau ou pas. Et c'est normal, ils maîtrisent le truc, c'est super, tant mieux. Mais je pense que vraiment, il y a une gabegie d'énergie dépensée dès lors qu'ils ont des budgets. Là où nous, on est tellement à l'arrache qu'en fait, on fait de l'éco-production depuis toujours. Dès qu'on a l'option de faire pour moins cher et d'essayer d'éviter un déplacement, on risque de la prendre. Ceci étant dit, voilà, moi je crois pas que l'essentiel de l'industrie applique à son boulot des principes vraiment fondamentaux ou radicaux en termes d'environnement. Mais ça viendra, ça bouge. Mais nous, sur Eloi par exemple, à un moment on a une des personnes qui dit qui a passé pas mal de temps avec elle était en échange aux États-Unis. Ça ne nous est pas venu à l'idée d'envoyer Bruno aux États-Unis. On a fait un Zoom, on a pris un JRI sur place et on a tout fait à distance. Et je pense que ça marche très bien en fait. Comment est-ce qu'on a envie
Et comment est-ce qu'on passe du docu à la fiction ? Alors oui, on a envie. Moi, pour rien vous cacher, quand j'ai pris le job d'acquisition de programme chez Upside ou vente interne, mon but c'était de rester le moins de temps possible et de retourner dans le ciné juste après. D'ailleurs, je précise un truc, tu as dit en intro, Un prophète, c'était pas Palme d'Or. C'est le film d'après, c'est Dipan qui a eu la Palme d'Or sur Jacques Audiard. Ça me revient là, d'un seul coup. Je pense à ça. Donc voilà, moi j'ai toujours envie de faire de la fiction. Il se trouve que jusqu'à présent, je trouvais très intéressant le documentaire parce que justement les rythmes étaient plus courts et que j'ai pu. Voilà, je suis pas très vieux et je suis déjà content de voir quand on fait une résumé de ma carrière, il y a plein de trucs. Si j'avais fait la même chose en fiction, ça se trouve il y aurait 2 courts-métrages et je serais en train de vous dire que je développe une série. Là, j'en ai déjà fait plein et j'ai pu faire plein de choses plus vite en documentaire. Il y a une moi, je compare ça vachement à... On fait tous... si on faisait une analogie avec la musique, la fiction, c'est l'orchestre symphonique et nous, c'est le club de jazz à Paris, quoi. Mais au final, on a le même... voilà, il y a toujours un développement, un tournage, une post-prod. Il faut toujours trouver une narration là-dedans. Ce qui est intéressant avec le documentaire, c'est que c'est truffé de contraintes. A priori, il n'y a jamais tout. Il n'y a jamais toute la matière possible. Il n'y a jamais tout... T'as jamais le budget que tu veux, t'as jamais toutes les musiques disponibles, t'as jamais tous les personnages sont pas toujours en vie, voilà. Donc t'es obligé d'être créatif là-dedans. Maintenant, on parlait des séries qui ont eu un peu de succès chez nous. Nous, c'est sûr que spontanément, on essaye de les convertir en documentaire. Il y a une série de Canal qui est globalement inspirée d'un fait réel et je pense que le documentaire de Netflix, Les Rois de l'Arnaque, explique beaucoup pourquoi Canal fait... d'argent et de sang, j'espère que c'est dans cet ordre-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Si on prend La Nuit du 12, c'est 15 pages d'un bouquin d'une nana qui a franchement écrit tout ce qui se passait dans un commissariat. Donc voilà, c'est une démarche documentaire. Et même Justine Triet dit, typiquement, j'ai pas voulu faire un documentaire, j'ai fait Anatomie d'une chute, et elle prend des largesses sur son fait divers, etc. Mais on voit bien le procès Goldman, etc. C'est très, très, très proche de la réalité. Donc, il y a une vertu à pouvoir accéder à de la fiction. Sur Chevaline, moi, je rêverais qu'on puisse le faire. La frustration de ne pas pouvoir évoquer des gens. Il y a un type qui vivait à côté, qui s'est pris en photo 3 mois avant. Il a des armes, il est anglais. Quand les flics l'arrêtent, il dit « Mais j'étais sûr que vous viendriez me chercher ». Bon, voilà, c'est la seule chose qu'on peut mettre dans notre film parce qu'il n'y a aucune archive, il n'y a rien. Moi, imaginez les 24 heures de ce mec quand il voit le fait d'hiver arriver et se dire putain, ça va me tomber dessus parce que j'ai juste la gueule de l'emploi, quoi. Ça me ferait marrer de pouvoir le mettre, mais tu peux le faire qu'en fiction, par exemple. Dans le documentaire, c'est un gros détail. Tu as parlé de travail à l'économie, tu as parlé aussi d'être créatif. Le recours aux banques d'images, ça vous arrive, on est tenté, on ne le fait pas du tout? Si. Quand on a des problèmes Enfin, on ne va pas considérer la banque d'images tout de suite, normalement, comme un élément de la production. On va essayer de faire nos images. Mais très vite, si on a un budget, je ne fais aucune offense à certaines chaînes, mais si on a un budget qui ne nous permet pas de faire tout ce qu'on veut, on sait qu'un drone de New York, ça existe. Pas besoin d'aller à New York faire un drone. On sait même qu'un commissariat américain, ça existe. Beaucoup de choses existent sur les banques d'images. En documentaire, là où on met l'argent, c'est obtenir des témoignages incroyables. C'est quelqu'un sur une chaise qui vient te raconter sa life, quoi. Tout le reste, si on peut le faire dans une bonne économie et multiplier nos images, on va le faire. Alors, dans Chevaline, je vous laisse deviner combien d'images il y a de banques d'images. Il y en a vraiment plein. Mais en fait, ça existe depuis toujours. C'est marrant parce que je fais un lien que tu ne me demandes pas, mais je le fais quand même. Sur Home, il y a des images de Home dans une palme d'or, et pas n'importe laquelle, dans Tree of Life. Voilà, dans Tree of Life, à un moment, il y a des images des chutes d'Iguazu. Et ces 2 films ont le même distributeur français, EuropaCorp. Et il voulait de Malik des images comme ça, et il a pris celle de Yann Arthus Bertrand. Et dans The Tree of Life, personne ne se rend compte que ces images-là sont pas de lui, quoi. Mais je crois qu'il y a toujours eu un peu ça, quoi. Et il se trouve que là, aujourd'hui,
vu le volume, vu la capacité qu'on a d'aller chercher, même si un site tchèque a fait une banque d'images, même si une agence péruvienne met ses images en ligne, aujourd'hui, on a accès à tellement de choses que c'est vrai que c'est difficile de ne pas avoir le réflexe de se dire « Attends, est-ce que ce plan-là, il n'existe pas et pour combien je peux l'acheter ?» Et ça me permet de faire autre chose, parce que globalement, c'est ça que ça permet de faire. On ne se construit pas tous des piscines au sud de la France. Globalement, on essaye de faire des meilleurs films possibles, quoi. Et est-ce que l'outil qui vient après la banque d'images, c'est l'IA ? Bah oui. L'IA en post-prod est déjà présente, vachement. L'IA en tournage va l'être de plus en plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, partir du principe qu'on ne parle pas la langue d'un pays est presque devenu obsolète, puisque quelqu'un parle et vous avez la traduction en simultané quasiment. Donc c'est impossible de ne pas utiliser, de pas savoir que, enfin, c'est difficile de ne pas partir du principe que cet outil-là existe et que si quelqu'un nous propose de l'utiliser, on le prend, quoi. Je ne dirais pas sur laquelle, mais sur une des bandes annonces que vous avez vues à un moment, on a eu un doute juridique sur un personnage au 4e plan. Bon, bah, on l'a remplacé voilà, pour ne pas avoir de problème. Voilà, on a fait ce petit truc-là. C'est un plan très court. On s'est dit, tiens, on le fait comme ça. Donc oui, on utilise l'IA parce que c'est un outil qui n'a aucun souci de le faire, en fait. De toute manière, comme je disais, c'était déjà très présent dans nos outils bureautiques, quoi. Enfin, de construction, de montage, etc. Pour synchroniser les rushs, pour faire plein de trucs, c'est pratique. Maintenant, notre but n'est pas de se dire ah, c'est super, regarde, l'IA fait à notre place. Parce que, en gros, si tu donnes la même consigne au même ordinateur, il risque de faire la même image pour plein de boîtes de prod. Donc, du coup, tu vois, mais ça perd sa valeur. Il faut quand même l'intégrer dans un truc qui corresponde à l'ère du temps, qui soit vendu, qui soit écrit. Voilà. Moi, j'ai pas trop de crainte sur le fait qu'il y a toujours besoin d'un humain derrière. Mais par contre, partir du principe qu'il ne faut pas l'utiliser pour je ne sais quel dogme me semble... Enfin, en tout cas, moi, ça ne correspond pas à comment on joue les choses, quoi. Nos étudiants nous suivent, ils sont ici dans la salle, ils sont aussi sur les réseaux. J'ai une question de Quentin. Quel serait ton conseil pour un jeune réalisateur aspirant à produire ses documentaires dans le futur ? Eh ben, moi, quand j'étais à votre place, c'était 2007-2008, donc. En 2007-2008, l'entreprise qui vendait le plus de biens commerciaux en France, c'était Carrefour, c'était pas Amazon. Le premier média européen, c'était TF1. C'était pas le premier média français, c'était le premier média européen. Voilà, il diffusait Dr House, il faisait 10 millions de personnes devant leur spot publicitaire. Voilà. Je crois que 2007, c'est l'iPhone 1 qui coûtait une blinde. Il y avait que quelques mecs à Paris qui l'avaient, le 1, quoi, tu vois, c'était de la 3G. Spotify a été créé en avril 2006 ou 2007. Twitter devait avoir 1 million d'abonnés. Quand Barack Obama a fait sa campagne, je pense à ça parce que j'ai fait un cours que tu m'as fait faire l'année dernière et du coup j'ai pris des chiffres, mais quand Barack Obama se fait élire, il est content d'avoir YouTube parce qu'ils ont 80 millions d'utilisateurs uniques par mois. Je pense qu'aujourd'hui ils ont 3,5 milliards d'utilisateurs uniques par mois. Donc je m'en souviens plus très bien de ce que les jeunes m'ont dit à l'époque, mes profs m'ont dit à l'époque, mais ils ne pouvaient pas imaginer un seul instant les 15 années qu'on suivit. C'était impossible de prévoir qu'on allait pouvoir regarder de la vidéo sur son téléphone en illimité. Moi, mon père encore dit je m'en fous du Wi-Fi, j'arrive pas à exploser mon forfait, et il regarde Canal+ sur son téléphone. Mais ça me surprend toujours, quoi. Moi, je suis toujours à me dire on se connecte au Wi-Fi. Et voilà, c'était impensable. Genre, je pense que personne n'a vraiment pu... j'ai oublié le plus évident. En 2007, Netflix envoie des DVD par la poste. Donc voilà, c'est le monde tel qu'on en parle là, dans 5 ans, il aura explosé sans doute. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, et on en parlait, je ne suis pas sûr qu'on arriverait là à trouver une œuvre qu'on a tous vue l'année dernière. Je parlais de Dr House qui faisait 10 millions d'audience, il n'y a plus rien qui fait vraiment ça si facilement. Donc il y a quand même une profusion d'œuvres, on n'a pas beaucoup le temps de tout regarder. Donc c'est vrai que d'un côté c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a un marché de l'emploi, il y a un nombre d'œuvres qui va être fait qui est phénoménal, donc ça permet de se faire la main. Mais c'est vrai qu'à terme il faut quand même réfléchir à qu'est-ce qui va rester, quoi, de tout ça, quoi. Comment tu te démarques là-dedans.
Donc ouais, mon conseil, c'est de se dire que par contre, ce qui est sûr, c'est que les trucs que tu viens de dire le lundi, j'ai vu ça, ça m'a plu, c'est basé sur de la dramaturgie, et ça, les règles, c'est les mêmes depuis les Grecs, quoi. C'est basé sur des trucs un peu fondamentaux, qu'après, tu peux adapter donc, comme tu veux. Dr House, c'est Sherlock Holmes dans un corps humain, quoi. On peut être créatif. En fait, la créativité se travaille, ça c'est sûr. Toutes les histoires ont sans doute été déjà racontées. Donc ça, je ne suis pas en train de dire pillez le travail d'un tel et mettez votre signature, mais voilà, il faut pas avoir peur de la page blanche. Aujourd'hui, ça n'aurait plus aucun sens, je pense. Il y a tellement d'endroits qui disent moi je cherche ça, moi je cherche ça, moi je cherche ça, moi je cherche ça, que voilà, tu peux avoir plein d'idées. Toutes nos œuvres, par contre, ça c'est toujours vrai, malgré l'IA, etc., c'est des œuvres collectives. Un bouquin, un DJ peut peut-être avoir un discours différent sur des œuvres comme nous, une troupe de théâtre sans doute peut-être aussi, même si c'est collé. Nous, c'est des œuvres industrielles. Voilà, un film, c'est une œuvre industrielle. Peut-être que là, avec l'IA, on va pouvoir faire chuter les effets spéciaux et dans ta chambre, tu pourras en faire et c'est super. Mais à mon avis, tu pourras en faire avec un groupe. Et ça ne sera pas en claquant des doigts tout seul, parce qu'en fait, la boîte de prod, elle va aussi utiliser cet outil-là. Donc voilà, c'est des œuvres collectives. Il faut réussir à se forger comme ça un petit crew et essayer de développer sa créativité au max, quoi. Merci Joanne, on arrive au terme de notre échange ce soir. Il fut riche d'enseignements et je suis sûre que les étudiants en ressortent grandis. Merci. Merci à vous, c'était très touchant, c'est la première fois que je faisais ça comme exercice, merci. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à ceux qui sont en régie et aux étudiants qui ont participé derrière les caméras et les micros. À très bientôt et bonne soirée.